on a imaginé un petit ouvrage pour le traduire. Donc ça c'est le manifeste de Fourre-Tout Édition en fait. Alors pourquoi Fourre-Tout? Parce qu'au début on pensait appeler la maison d'édition Dents Creuses, c'est-à-dire quand il y avait un poste dépressif, un poste de travail dépressif, il n'y avait pas de boulot sur un poste ou peu, on sortait un bouquin. Voilà. Et puis après Fourre-Tout c'est en fait l'idée de pouvoir déposer, enfin c'est le plumier. Il y a deux types de plumiers, soit celui où on met à chaque fois un petit caoutchouc et on met la gomme, le crayon, on range tout, il y a une tirette autour, ça c'est un plumier. L'autre plumier, t'as un fourre-tout, tu mets tes bics, tes crayons, tout ça, et quand le stylo coule, tout a la même couleur. Quoi. Donc fourre-tout, c'est déposer sur la table tout ce qui a fait image, tout ce qui a fait document, pour produire un bâtiment, de le rassembler, et une fois qu'il est rassemblé, de voir quelle forme ça peut prendre. C'est pas très éloigné de l'architecture en fait qu'on mène. Et donc ce premier livre, lui, il raconte d'un côté toute la conception et tous les détails, enfin jusqu'à la moindre recherche, et les prototypes, etc., les maquettes, et de l'autre côté tout ce qui est la réalisation. Jusqu'à la date du 12 février 2004. Donc le 13 février, c'est la naissance de la maison d'édition, puisque c'est pour longtemps que la plateforme va être démontée. On nous rassure on se rassure auprès de nos juristes, l'autorisation, il y a tout ce qu'il faut. Et à 10h30, on dit on va prendre en charge, on va créer une maison d'édition. L'ambition étant de faire un livre par an, d'avoir 8 librairies, 4 en Belgique et 4 dans les pays limitrophes. Et puis, mais déjà au deuxième, les architectes en interne fatiguent. Le deuxième, c'est celui-ci. Donc, c'était aussi l'idée de sortir des micro-livres. Celui-ci traite d'une maison qui est faite à l'inverse depuis un petit 30 ans, qui n'est pas achevée. Et de ce fait, le livre montre, par un mécanisme de footbook, il faut aller vite pour comprendre ce qu'on fait. Il faut comprendre qu'on fait tout lentement. Voilà, donc cette personne a aujourd'hui 74 ans, je pense, donc il faut en compter 30, 43 ans, donc c'est plus les mêmes demandes. Et donc il commande des trucs à peu près toutes les années depuis autant de temps. Parfois un bureau, parfois une salle de bain, enfin bon, on est plus dans ce pays noir. Donc on va produire comme ça une série d'ouvrages où chaque fois le format est concerné. Par exemple ici c'est un livre qui s'appelle Silence et qui traite d'une paroi anti-bruit. En fait le livre est fait, c'est un monopage, c'est une seule feuille. Et le silence est introduit par, puisqu'il y a des photographes dans la salle, est introduit par un travail photographique. Et le photographe attend 6 mois avant de photographier parce que la maison qui est derrière, c'est celle qu'il faut protéger. On fait un mur anti-bruit démontable qui donne un petit permis, 15 jours pour l'obtenir. Cet objet démontable sert de prototype pour une maison à Bruxelles, en parallèle. Et le photographe me demande de pouvoir photographier quand la notion de bruit apparaît. Or, ce qui fait vraiment du bruit, c'est le bus, c'est le car public. Mais quand le car public passe devant le bâtiment, on ne voit plus le bâtiment, parce qu'il est plus petit que le bus. Donc, par contre, la cliente, elle joue dans une harmonie locale. Et donc, on attend que l'harmonie locale, la fanfare, tous les printemps, aille de chapelle en chapelle pour faire pousser les blés. Et le houblon, on est en Belgique, on fait de la bière. Et puis, ici, il fabrique alors un ouvrage. J'avoue que c'est lui qui l'imagine. Il l'amène le lendemain des photographies qu'il fait là, dans une Union Match. Ce sont des boîtes d'allumettes, oui. Et alors, tout excité, il sort, il n'a pas dormi de la nuit, il sort de la boîte d'allumettes le pliage, où il a introduit le son jusqu'à la saturation du son, pour revenir au silence au bout de la séquence. Donc il a imaginé une espèce d'aboutage photographique. Ici, il y a de l'autre côté, la fanfare passe, la pluie tombe, il rentre, on fait le café, lui s'échappe, va photographier, à cause de la pluie, sur la paroi anti-bruit, un moustique qui est occupé de boire. Voilà. Et donc de l'autre côté, c'est l'histoire de ce projet en fait. Voilà, la maison c'est celle qui est ici, il y a un grand arbre là
remarquable qui sert de repère pour les avions, un tilleul. On va donc ça c'est le bruit de la rue. Le tilleul, on va le numériser. Il va devenir une partie de la paroi. Donc toute la paroi de gauche ici est découpée dans une entreprise qui, à partir des disquettes numériques, va découper l'écorce de l'arbre pour créer les transparences. Voilà l'objet terminé, qui s'ouvre à différents égards pour nettoyer les carreaux, pour ouvrir la porte de garage sur la gauche, là, etc. Il y a tous les détails, voilà. Donc on sort des livres, au fond, dans ces 3 premiers livres, qui sont bien les 3 premiers, je crois, tous épuisés, on met en avant nos projets, nos réflexions. On a sorti un 4e, c'est pour ça que j'ai pris le photo avec moi, qui s'appelle Tool. Outil Tool, donc c'est écrit avec un chef de Bauwelt. Bauwelt, c'est un éditeur allemand qui fait le seul hebdomadaire d'architecture au monde. Depuis 107 ans maintenant, je pense. Et donc, un des rédacteurs, Angers, parce que c'est une équipe tournante, il y en a 4. C'est un mensuel pour chacun des rédacteurs. Et donc, on imagine un livre qui s'appelle Outils. Donc, le livre est inachevé, puisqu'on montre des processus, en fait. L'idée, c'est de montrer des processus et donc, de ce fait, de ne pas recourir à la découpe finale et à la couverture elle-même. De 1. De 2, c'est un livre qui a une ligne du temps un peu particulière. Il y a un petit sigle derrière qui dit où on doit mettre le couteau. Et donc, si j'ouvre le livre, je vais le faire. Je montre la ligne du temps. La voici. Et donc, c'est un livre rétroactif, c'est-à-dire les dates sont, là je suis à 2010, là je suis à 2004, et donc le livre va d'abord montrer le bâtiment achevé, ensuite il va montrer le chantier, ensuite il va montrer les avant-projets, le permis d'urbanisme, enfin jusque avant. Et donc le bouquin, si on rentre un peu dedans, donc il y a les textes de Sébastien Rieck de Bauwelt, avec quelques sélections de documents. Après, ce sont les photos de Marie-Françoise Pissard, une photographe qui fait la commande finale. Donc le bouquin, le bâtiment est achevé. Ça, c'est, on rentre dans le chantier. Hein, ça, c'est la grille de chantier. C'est le planning. Les détails mis en œuvre au sein du chantier, les photographies de l'évolution, enfin voilà, les plans d'exécution. Donc on est dans le chantier, l'intervention d'un artiste, Pierre Toby. On va consacrer quelques pages au travail artistique, puisqu'on fait une œuvre intégrée dans le document. Et donc là voilà, dans un espace central. Et on va remonter comme ça progressivement la ligne du temps pour arriver à montrer toutes les phases avant-projet. Donc c'est un livre qui est extrêmement documenté sur la substance de conception. Et puis après on termine par avant. Une autre chose, c'est si j'ouvre par exemple ici, c'est que le livre possède alors des pages pliées. Et dans les pages pliées, elles sont d'ailleurs numérotées, se trouvent les photos faites par l'architecte qui suit le chantier, Margarita Serra. Et elle fait des photos de matière, de proximité, d'échafaudage, donc voilà. Et ça, c'est ce qu'on propose, c'est de ne pas l'ouvrir, hein, de ne pas découper dans l'autre sens. Et donc on traverse alors un flux de matière si on est attentif. Voilà, donc le livre est toujours très proche de, à la fois une construction très rigoureuse, et il y a à la fois une intention, et puis des langages poétiques à différents niveaux de lecture. Un peu l'architecture qu'on fait, on y vient, on y passe, et on découvre toujours quelque chose. Il est assez détaillé, etc. Donc, le dernier ouvrage que je peux montrer dans la même veine, mais qui est très différent parce qu'il n'est pas publié par la maison d'édition, il y a aussi des ouvrages sur l'atelier, publiés bien sûr par d'autres choses. Et donc ici, c'est une exposition qu'on fait au départ à la Galerie des Blancs-Manteaux à Paris, qui va et à Londres, qui va à Beaux-Arts à Bruxelles et qui se termine à Briey, ici à Nancy, à la galerie, la première rue, la Galerie Blanche. Et donc,
L'exposition s'appelle Méthodologie du sensible et on sort quelques ouvrages qui sont en fait des cartels de l'exposition. On s'est posé sur des plaquettes métalliques, on ouvre et tous les documents présentés dans l'exposition, photographies, maquettes, plans, voilà, il y a une sélection qui est faite par un curateur qui s'appelle Cédric Ribert. Et toute cette expertise, tout ce qu'il va recueillir comme document, qui sera présenté sous cadre voilà, dans l'expo, n'est pas nommé. Par contre, il existe ce document qui est un abécédaire des techniques de l'atelier, dans lequel on va commencer par la lettre A. Et dans la lettre A, on va trouver le mot atelier, donc on rentre dans l'atelier, on rentre dans les différents étages, hein, -1, 0, +1, +2, et on a un panoramique de toutes les pièces de production. Voilà. Et ainsi, on va cheminer dans un ouvrage qui va alors reprendre les techniques d'isométrie systématique après la conception d'un bâtiment, la bibliothèque, mais son organisation, donc comment les livres sont classés, les blancos qui sont les ateliers de poche. Donc ce sont des extraits de cet atelier de poche. Là je suis au 38e, il y a 360 pages dedans. À la fois de l'architecture, à la fois de l'édition, à la fois de la conception, à la fois des collages, voilà, c'est les blancos. Et ainsi, il y a des photos à partir d'un seul point de vue pour chaque bâtiment, la mallette, tout ce qui est chromatique, hein, des études de couleurs, enfin des recherches, des mock-ups. Ici, ce qu'on appelle les bleus, donc c'est les tables à dessin sur lesquelles les dessins originaux sont faits avant de passer au numérique. Il y a un herbier, par exemple, un herbier à la maison et un herbier à l'atelier. Donc ça c'est l'herbier des villes. Donc c'est ce qui est sur le trottoir, voilà, les herbiers, les rapports à la littérature, la classification des maquettes, la classification de la matériothèque. Voilà, enfin c'est un livre de méthodologie. Donc ça c'est globalement ce que je vous ai montré là jusqu'à présent, que quels que soient les ouvrages, ils traitent de ce que l'atelier façonne et comment on le restitue. Hein. Deuxième peut-être point, c'est qu'on va investiguer d'autres champs, bien sûr. Aujourd'hui, il y a quatre voies de parcours pour Fourre-Tout Édition. Et donc, on sort ici un livre qui va prendre une petite dizaine d'années au global, mais qui est un ouvrage pour former. C'est pas très loin de certaines conversations qu'on a ici à Châlons et qu'on peut avoir ailleurs, qui est pour former un dos historique, c'est-à-dire le XXe siècle a été très peu investigué, voire banni des tablettes de la compréhension historique, et de ce fait, on s'attache, nous, à sortir un ouvrage, qui est en fait un facsimilé, c'est les pages noires, d'une revue qui est publiée à Liège, donc dans la ville, entre 1928 et 1939. Donc il sort 107 numéros. C'est une revue des 6 revues les plus importantes en Europe engagées. Il y a ABC, qui est très connu à Zurich. Il y a la revue des Gatepack qui s'appelle AC à Barcelone. Il y en a une Oppo à Rotterdam. Il y en a une qui est l'Eve Fanta Fond Gauche à Brno. Enfin voilà. Donc le premier travail, c'est de chercher les numéros et les retrouver. Notamment, si je prends le premier, le voici. Le premier numéro, il est complètement écrit à la main. Les types ont 18 ans. Et donc, si on avance, progressivement entre comme rédacteur Corbu, Gropius, ils font des thématiques sur les écoles Freinet, sur le scolaire, enfin c'est absolument gigantesque. Et quand on termine, ou du facsimilé, voilà, ça c'est le dernier numéro, ils disent d'ailleurs pourquoi c'est le dernier, on est dans 1939, ils ont 31 ans. Voilà. Ils ont obtenu la commande de l'exposition internationale de l'eau à Liège, dans lequel Corbu fait notamment les premières esquisses de son pavillon qui construira réellement à Zurich en 1965, ce qu'on appelle la dernière œuvre de Corbu. Hein. Voilà, et donc nous on fait une recherche d'une part,
un scannage de tout, un repérage de tout ce qui est index, enfin, c'est compliqué. Puis on sort un appareil critique, donc on demande une validation par des historiens, notamment le premier c'est Jean-Luc Cohen. Donc il y a une série d'auteurs d'un côté, il y en a 5, mais il y a surtout une validation historique. Donc, parce qu'on ne sort pas un ouvrage comme ça dans un tout petit atelier comme le nôtre en disant on a l'expertise pour le faire. Donc il y a un comité rédactionnel et donc il y a une série de textes, il y a celui-ci, il y a un autre qui dit pourquoi on publie un livre sur l'histoire. On a, outre l'article de Cohen, on a un article également sur des urbanistes pour les personnes de cette discipline. Il y a bien sûr le travail de Vigano Secchi, qu'on connaît bien sur l'étalement, le travail sur l'étalement, et en fait ces architectes-ci vont travailler dans ce cadre-là dès les années 35, sur ces notions-là. Donc il y a un appareil critique, voilà. Et à la fin du livre, on montre une série de matériaux complémentaires qui sont où on a trouvé tous ces numéros, dans quelle fouille, que construisent-ils entre 18 et 31 ans. Voilà, donc il y a tout un appareil critique. L'autre chose, c'est que le livre est très compliqué à fabriquer, d'autant que parce qu'il faut du papier Bible, sinon le livre serait comme ça, parce que c'est 1345 pages, et donc c'est très compliqué en matière de reliure, c'est complexe, et donc en plus on ne veut pas travailler avec du papier Bible classique qui est de colorer, de par ses positions politiques, un coloré, ça ne nous intéresse pas de travailler avec ces produits, et donc on trouve quelqu'un qui fabrique le papier en Suède. Après, ce qu'on fait, c'est qu'on veut sensibiliser le livre. Par exemple, ici, il y a une page -5, ce qui n'arrive jamais, évidemment, parce que normalement, on ne numère pas les pages avant la page de garde. Donc, on va trouver -4, -2, -1, voilà. Et on va publier sur papier fin les dernières pages, le dernier numéro de chaque année, le 12e mois, c'est un mensuel. Il demande à un plasticien de travailler. Et on a ici des couvertures beaucoup plus travaillées que les espèces de photocopies qui font d'habitude, les stencils qui font d'habitude. Voilà, et donc il y a ça, et on veut aussi montrer le passage du temps. Donc ça c'est la seule page non imprimée de tout ce qu'on a de eux, mais le temps est passé, vous voyez, il a dû être plié à un moment donné, on a le jaunissement de la feuille d'origine, oui. Donc d'un côté, il y a cette matière sensible, et de l'autre côté, on publie de la même manière, avec une attention similaire, à un univers plutôt sensible de l'ouvrage, ce sont des couvertures, par exemple ici, qui sont des publications de lettres où ils échangent avec le ministre du Logement, et ils échangent des idées, et ils publient des échanges de lettres en couverture. Après, ils discutent avec Gio Ponti à Milan, après avec Le Corbusier, après avec Prost, et donc c'est toutes des lettres retrouvées dans un fonds privé de Winston Sprier, au Louis Hermann de Koning, et à la fin on publie toutes les couvertures, puisqu'on a tout retrouvé, sauf le 1. Donc il nous manque, c'est une œuvre inachevée, il nous manque un numéro. Donc le dos historique, c'est de se dire, pour ma génération, on avait très très peu de livres qui permettait de comprendre le XXe. Donc aujourd'hui, dans cette collection-là, on essaye d'avancer un peu. Et donc il y a un livre qui est fait avec une chercheuse de la fac de Nancy, qui est Emeline Curien, qui a étudié l'influence des cours d'histoire de l'architecture sur les architectes suisses des 25 dernières années. En fait, ils inscrivent leur travail, chaque bâtiment qu'ils font, ils l'inscrivent dans une historicité. Parce qu'ils ont eu des profs qui étaient Bruno Reichlin, qui était Ador aussi d'abord, puis il y a eu Bruno Reichlin, Martin Steinmann maintenant. Enfin, il y a toute une génération de profs d'histoire qui conscientisent l'architecte à une production qui s'inscrit dans l'histoire immédiatement. Voilà. Donc on fait un livre donc, avec le même format, pas l'épaisseur bien sûr, mais les mêmes caractères donc, dans une collection. Et le troisième livre, c'est de publier un livre sur les réseaux qui se sont développés dans les 100 dernières années en Europe centrale.
Donc on n'est pas allé jusque la Géorgie, en centrale et orientale, mais quand même on va jusque la Roumanie avec ça. Et il s'est développé des réseaux sur lesquels, ça s'appelle lifting the curtain, donc le lever de rideau, le bouger de rideau. Qu'est-ce qu'il y avait derrière le rideau de fer en matière de réseau. Et donc ce sont 7 collectifs qui participent à un ouvrage commun, et donc on devient fou. Et on devient complètement fravadingue. Ce livre devait sortir il y a 8 mois. Bon, c'est encore dans les dernières copies, parce qu'il y a un Polonais qui veut couper les cheveux en 4, et donc on a du mal à le sortir. Mais en fait, le livre va sortir. Il y a déjà un numéro qui est sorti. Alors, outre cette manière de procéder en macro-ouvrage qui nous épuise complètement, il y a une autre, j'en ai amené qu'un, mais on a fait une collection donc de 2 livres, donc on espère en faire peut-être un 3e dans cette collection. Mais elle s'appelle Intramuros, c'est-à-dire c'est une fabrication interne. Donc pas d'imprimeur. Le papier c'est le nôtre. Donc voilà, tout est fait en interne. Mais c'est malgré tout un livre. Bon, facile à faire, hein. On prend une A4 et on l'a sectionné en 3. Voilà, ça permet de faire un format allongé. Le premier livre traitait de recherche sur des ateliers d'artistes que des artistes ne savaient même pas qu'on travaillait sur ça. C'est des recherches internes. Le deuxième est assez intéressant dans la mesure où je l'ai amené parce qu'il est fait avec une fac à Strasbourg. Et il traite d'un sujet, un micro-sujet, qui est en visite avec Chantal, une petite chapelle à Bojana, au sud de Sofia. Là, c'est les petits croquis que je fais. Et à la sortie de ça, je fais cet ensemble de 6 maquettes ici. Et ces maquettes montrent, ce sont des cubes évidés sur une face, et montrent qu'avec de la peinture, si on peint en noir une moitié à gauche, ou la moitié du fond, ou la moitié devant, avec une architecture pauvre, c'est-à-dire peinte, on obtient des spatialisations extrêmement riches dans beaucoup de cultures. Et donc, Nicolas Deputeau, qui enseigne maintenant à Nancy, Nicolas avait vu sur un appui de cheminée ces maquettes, et il a proposé d'en faire un exercice pour ses premières années d'archi. À Noël, donc je lui ai dit oui. À Noël, il m'envoie à la nouvelle année ses bons voeux, et il me dit voilà, je t'envoie un petit attaché avec le résultat du travail, le travail terminé avec tes étudiants. Il y a 1587 maquettes. Et donc, alors j'ai dit, c'est complètement fou, tu devrais faire une expo, faire quelque chose. On pourrait peut-être faire un livre en intramuros. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que les étudiants vont nous envoyer, vont épurer les images, vont nous envoyer les documents. De 1. De 2, nous on va faire le layout à Liège, à la maison d'édition. De 3, Luca Ortelli, un chercheur de l'EPFL, historien d'architecture, va donner une conférence à Nancy sur cet exercice et sur la pratique du projet par le modèle. Et donc on sort un livre. Donc le on, c'est un on large, puisqu'on va trouver dans ce bouquin les 1587 recherches des étudiants. Tous les étudiants sont là, donc ils sont super bien mobilisés. Qu'est-ce qui se passe? La petite auto de Pierre Goertz, le graphiste ici, avec sa machine pour agrafer beaucoup de pages, va jusqu'à Strasbourg. Le directeur a été d'accord de lâcher quelques fonds pour du papier. Les students, nuit et jour, 3 jours, font 300 exemplaires d'un bouquin. Et derrière, vous avez la conférence de Luca Ortelli. Tout est toujours bilingue, donc français-anglais. Donc voilà, ça c'est entre les extrêmes sont là, quoi. Hein. Alors, suite à ça, il y a également une collection qui apparaît à un moment donné, qui est un autre projet, mais que Fourtou va illustrer, enfin va devenir l'éditeur. Donc c'est une autre interpellation qui se fait à Liège de montrer, une association souhaite montrer les grands travaux d'architecture et me demande d'être directeur du projet pour montrer ça. Alors je dis ça m'intéresse pas du tout de faire un truc pareil, parce qu'en fait ce qui serait intéressant, c'est vous êtes une microstructure. D'une part, vous allez marcher vraiment sur les plates-bandes des gens qui veulent communiquer au niveau politique. Enfin, bon, on va droit au souci, moi je ne vais pas m'engager là-dedans. Par contre, il y a l'émergence à la fois d'architecture, et vous entendez tout à l'heure la faiblesse de représentation dans les médias. Et donc, si on croisait architecture avec une autre forme culturelle,
peut-être attirerions-nous à la fois les auteurs et à la fois les médias. Ce projet va s'appeler Architecto, ça c'est le tome 10, il y en a 9 autres. Dans le tome 10, on décrit la stratégie culturelle. Et la stratégie culturelle, c'est de faire, on est dans une librairie ici, comme Garcia Marquez, la chronique d'une mort annoncée, c'est-à-dire on fait une exposition, on publie un livre et on fait une lecture tous les 4 mois, pendant 3 ans. Et puis c'est fini. Donc il y a un collectif de 5 personnes qui sélectionnent sur la base de candidature, d'un appel à candidature, qui sont des marieurs. Le collectif de comité de sélection sont des marieurs. Donc la première année, on a reçu 15 demandes d'architectes, 15 demandes d'écrivains. D'écrivains, donc on avait ouvert le mot à tout qui tient la plume. Donc là-dedans, vous allez voir qu'il y a des BDistes, il y a des novellistes, pamphlétaires, et deuxième année 30, troisième année 45, Jacques. Donc des vernissages à 300 personnes, voilà un truc un petit moteur, parce que c'est des livres de poche, coût de production en 2005, hein, donc très faible. L'idée c'était aussi à quel endroit on met ça dans la bibliothèque, hein, donc c'est en regardant la bibliothèque qu'on a pensé à ce format. Et alors sont associés un auteur, ici par exemple, un très très bon réalisateur belge qui s'appelle Willy Lanners. Donc tout ça est sur l'entité d'un département, ce que vous appelez un département chez nous, une province. Et donc un tiers est classiquement réservé, c'est pas le cas chez lui, mais ce sera plus clair ici par exemple, oui. Un tiers est réservé à l'auteur, ici un poète remarquable, Pascal Leclerc, et 2 tiers à l'architecture. À la fin, une cartographie de la Belgique avec la production de l'architecte, ce qu'il a produit, et également on tire vers le haut ce qu'on appelle les pratiques culturelles. Donc c'est pas un CV, c'est là où ils font comme maintenant une conférence, une lecture, un article, une recherche, les pratiques culturelles. Donc c'est pas du CV, c'est pas leur capacité à produire, c'est leur capacité à produire du sens. Voilà, et donc le projet va marcher bien au-delà des espérances. Donc voilà un poète, voilà un poète associé à Damien Henry, souvent de très très jeunes équipes, et Nélisse Delancey encore plus jeune. Frédéric Sanen est un pamphlétaire, Nicolas Ancion un très bon romancier, dramaturge, carologiste, poète formidable, philosophe politique Géraldine Gauche, Waynan Darcy, philosophe, Carmelo Viron, également un écrivain, et il me manque les BDistes. Donc il y a des gens qui ont fait la BD. Dans cette veine-là, on a publié un autre livre, toujours architecture, écriture, avec un architecte qui construit des bâtiments uniquement des commandes, enfin pas uniquement, mais pour l'essentiel, des logements collectifs, pour lesquels il ne connaît jamais l'usager. Alors il invente et il fait des fictions dans ces bâtiments, avant qu'ils soient construits. Donc il a fini l'avant-projet et il écrit une fiction sur le bâtiment. C'est absolument incroyable. Et donc vous avez, c'est pas qu'il écrit un petit peu, quoi, hein. Il écrit franchement, et à la fin, vous avez les bâtiments publiés quelque part, je ne sais plus où, ou bien les plans au début, voilà, ça m'a échappé. Oui, à un moment donné, on retrouve les plans, etc. Donc on montre les endroits où il travaille. Ce qu'il a produit, pour l'essentiel, il fait des schémas, et il explique comment il a mis en place... Ah non, pardon, il y a bien un cahier des plans à la fin. Voilà, et actuellement, il veut publier un livre sur les rapports entre une mosquée qu'il a fait, mais dont le chantier lui a échappé, et par contre une salle de boxe à Bruxelles qu'il a fait. Donc il a fait un roman plus long sur ça. Donc outre les rapports à l'écriture, les rapports à l'histoire qui donnent des collections, après ça, on a sorti on sort des catalogues annuels. Et les catalogues annuels, en fait, sont un format journal, oui. Le premier est ici. Vous emballez le premier avec le second, et le second avec le troisième, etc. L'idée, c'est d'avoir progressivement un catalogue qui a une masse critique, oui. Comment est-il conçu? Eh bien, si je prends le troisième, par exemple, ici, vous avez le mot East. Pourquoi? Parce que l'écrivain
est tchèque, c'est Igor Kovačević qui dirige un centre de recherche sur l'architecture contemporaine au Centre Europe. Et Small Deal, donc c'est l'idée, l'invitation à écrire est toujours autour de la micro-édition d'architecture. Donc il existe un tissu de micro-édition en Europe. Bon, l'ambition elle est là. Ça c'est, avec Chantal, on est allé uniquement, on est passé en Ukraine alors qu'on était en Roumanie, on a fait juste comme ça, 80 km je pense, 100 au maximum, parce qu'il existe un clou qui est au pied de l'image, et ce clou est le centre géographique de la masse du continent européen, entre l'Oural, le Portugal, le Cap Nord, voilà. Il y a un endroit, évidemment, quand on fait le complot, il y a bien un endroit où on a le centre de l'Europe. Donc, on est allé le photographier. L'idée, le rêve étant à un moment donné de faire un rassemblement de la micro-édition d'architecture. Donc, la micro-édition d'architecture, c'est pas universitaire, c'est des gens qui font, enfin voilà, ce type de travail, et il y en a pas mal en fait. Et donc, il y a l'article de Igor Kovačević, donc qui introduit. Après, il y a des choses sur lesquelles je vais revenir, qui est la production de l'année. Et après, il y a tous les rêves, ce qu'on veut publier. Par exemple, voilà, Lifting the Curtain, le bouquin sur les réseaux au Centre Europe est ici. Dans le numéro précédent, c'était André Tavares à Porto, qui décrit les conditions de l'édition au sud de l'Europe, en micro-édition, encore pire. Donc lui, il dirige Daphné Édition, une très bonne maison d'édition à Porto. Et de nouveau, vous trouvez la production, les rêves derrière. Et le tome 1 avait ceci de particulier, c'est qu'il était plus volumineux. Pourquoi? Parce que, outre Pierre Chavard, qui est un des fondateurs de la revue Criticat en France, qui nous faisait le plaisir d'ouvrir le débat sur la micro-édition, vous aviez un article sur la diffusion, comment diffusons-nous nos ouvrages, comment on fabrique, le mot blanco que vous voyez apparaître sur mes cahiers veut dire maquette. C'est la traduction d'une maquette. Un blanco, c'est prenez n'importe quel livre ici, vous le passez dans la machine à lessiver, vous le videz de tous ses signes, de toutes ses couleurs, vous gardez le format, l'odeur de la reliure, la mécanique du livre, le toucher, l'épaisseur du papier, ça c'est un blanco, c'est l'objet mécanique. Donc indépendamment de ses signes. Et alors il y a ce qu'on est occupé de faire, avec des fortunes variables, c'est des lectures en librairie, puisque nous on défend vraiment la chaîne du livre, donc l'idée du libraire. Après il y a les revues de presse, les prix qu'on a gagnés, etc. Presse, prix, vous vous bien. Et puis le début du catalogue. Voilà, et les choses s'emboîtent telles que vous venez de le voir. Donc, outre cette forme, qui est une forme de diffusion récurrente et annuelle, il y a des exemplaires pour vous bien sûr, les deux dernières choses dont je voulais parler, c'était qu'on s'est intéressé l'an dernier encore un peu plus à la Biennale d'architecture de Venise. Donc on s'est mis dans un petit collectif, Fourre-tout édition, donc avec le volet Fourre-tout édition, on s'est mis dans un petit collectif parce que le ministère de la Culture en France avait décidé pour la première fois, pour le pavillon de Venise, de faire un appel à candidature. Et il a recommencé cette année. C'était tout neuf en fait, donc absolument jamais fait. Nous on s'est mis dans un petit collectif, avec Frédéric Bonnet et Studio Lada notamment, enfin des Agents 14, et ce collectif a été sélectionné. Donc tout d'un coup, Fourre-tout édition a sorti le livre du pavillon français de la Biennale de Venise. Et alors, là, je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'à mon avis, vous connaissez ce qui s'est passé là-bas. C'est-à-dire, ce qui nous a intéressé, c'est que c'était un collectif. On allait parler de l'Hexagone et non pas de Paris et sa périphérie. Donc il y a une carte qui est très belle où on montre qu'on s'intéresse à tout le territoire. Bien sûr que je vais mettre la main dessus, mais normalement elle est au début. La voici, où on montre l'ensemble de l'ensemble, ce qu'ils ont appelé un terreau, c'est-à-dire ils ont fait émerger des pratiques à travers tout le territoire français de l'architecture, dont des pratiques parfois aussi marginales que Camille qui dit Camille machin, Camille Tombeux, je ne sais plus, entrepreneur, mais tout seul. Mais donc des pratiques particulières. Il y avait foison de pratiques particulières ici. Donc s'associer à ça, pour nous, ça faisait sens. Donc ce qu'on a imaginé, dans la mesure où en France on écrit beaucoup, donc on a imaginé une traduction en anglais, 1 114 000 signes, donc ça c'est le plus costaud qu'on ait jamais traduit. Donc ça veut dire aussi que l'idée,
alors que tous les discours du pavillon français, les seuls, étaient dans la langue nationale, les seuls, tous les autres ont fait de telle manière être compris par tout le monde, mais en France on a voulu parler français, et donc on a fait plaisir au ministre en mettant les préfaces et tout ça dans l'autre sens, oui. Bon, ils ont validé, voilà, tant mieux. Ce qui veut dire que dès que le propos démarre, ça démarre par une école qui est faite par les enfants. Donc on fabrique les briques d'un côté, les enfants transportent les briques et les amènent pour fabriquer l'école. Hein. Donc il y a tout d'un coup une vision de l'architecture en France qui n'est plus nouvelle, Perrault et consorts. Portzamparc et consorts. Et donc il existe bien un travail militant, engagé, raffiné, poétique, structurel, exceptionnel en France, sauf que on le met à l'export. Ce que la République n'a jamais voulu faire dans le pavillon de la Biennale. Alors pour le faire, nous, comme éditeurs, on récupère un stock gratuit d'une société en faillite à Charleroi, en Belgique, et donc on récupère les papiers, et les papiers sont là, en fait. Vous voyez les couleurs de papier, voilà. Et donc c'est le stock récupéré, et après on distribue ce stock selon les différentes valeurs de qualité de papier dont on a besoin à l'intérieur du livre. Voilà, c'est le concept lui-même. Les petits ergots, enfin les petites lignes, montrent ce qu'ils appellent le terreau. Donc là, je pense qu'il y a plus de 120 projets. On en sélectionne 12 en appuyant sur la pellicule, sur comment dirais-je, une explication, sur des dessins, des plans, etc. Et donc on pointe des nouvelles pratiques de production en France. C'est un bouquin très industriel, sauf la couverture qui est une sérigraphie, qui est un bâtiment de la pierre, qui est un centre culturel revêtu de bicouches, de panneaux d'étanchéité, de toiture, en façade, qui est là, sur ce document. Donc, ceci, l'idée aussi de réfléchir sur le territoire avec un urbaniste qui a fondé Obras, qui est Frédéric Bonnet. En parallèle à ça, 2 ans plus tôt, on a sorti, nous, un bâtiment, le premier qu'on gagne en France, est à Maubeuge, et est une Kunsthalle, donc pour faire des expositions dans le cadre de Mons 2015, qui était frontalier, capitale culturelle de l'Europe. Maubeuge voulait s'inscrire et faire un projet dans des vieilles halles de Vauban, mais qui ont explosé en 1923, donc qui ont été radicalement transformées, toiture plate, des taches de plus, enfin pour la totale. Et après 10 jours de travail, on a tout fait. Donc on a gagné le concours en avril et le chantier a démarré en février de l'année d'après. Donc hyper rapide. Le centre Pompidou s'est intéressé après 10-11 jours au projet et a dit on va en faire un centre Pompidou provisoire. Ils voulaient changer leur politique, donc après le piano Rogers, après le Shigeru Ban qui a épuisé les caisses, ils ont fait un mobile avec Patrick Bouchin, mais qui épuisait, donc pour Centre Pompidou mobile, donc on allait dans les collectivités locales avec des œuvres majeures, mais il fallait un service, il fallait un contrôle, et ça épuisait les finances des collectivités locales. Ils ont décidé de chercher des bâtiments pour lesquels le foncier était géré par les collectivités locales, et eux amenaient leur expertise culturelle pendant 5 ans. Et ça servait de levier pour monter un projet culturel dans une ville. Première sélectionnée, nous on faisait ça pendant qu'ils réfléchissaient à ce projet. Ils ont entendu qu'il y avait un projet de qualité qui était occupé de se faire à Maubeuge. Donc je dis bien, je pense qu'on dépose le 10 juillet 2013, et le 17 on nous appelle à Paris. On va au centre Pompidou et ils disent ce que vous faites, ça colle parfaitement à ce qu'on veut faire. Donc nous voilà partis à dessiner un centre Pompidou provisoire. En janvier, on démarre le chantier. En avril, les élections arrivent, changement de majorité, arrêt définitif du projet. Donc, un des 20 projets arrêtés par ces élections. Donc, les documents qui sont là, qui sont toute notre production, qui sont des ateliers, qui sont des documents de production, justement, pour produire un bâtiment, c'est toutes les recherches, c'est toutes les maquettes, c'est toutes les recherches historiques. Il y a je ne sais pas combien de maquettes, enfin c'est gigantesque, c'est tous les détails techniques, c'est les matériaux, c'est les rapports avec Beaubourg, enfin c'est 500 pages de bouquins.
deviennent en une nuit des archives. Et donc, on met un an à digérer, enfin c'est toujours pas digéré, mais on se dit, on va pas rester avec ça, on va faire quelque chose avec ça. Et donc on se dit, on pourrait sortir un ouvrage, et on interpelle le directeur de la publication mensuelle d'A, Emmanuel Caille, ici en France, une revue d'architecture de très bonne tenue, qui a toujours refusé de travailler en édition. Il ne veut pas écrire pour de l'édition. Mais là, je l'interpelle quand même, je vais jusque chez lui à Paris, on s'installe dans un petit bistrot, je lui montre, et je lui dis, on pourrait prendre comme thème ce point-là, donc la rupture qui se fait par de la ligne, des lignes budgétaires et politiques. Il y a une fracture qui se fait au moment des élections. Et donc il écrit un article, donc on décline 3 formats, comme on disait tout à l'heure, de livres, dans ce livre-ci, puisqu'il y en a un, on connaît le pli carrosserie, donc, ce qui fait qu'il y a une raideur. Donc celui-ci sert d'emballage, et donc c'est l'article d'Emmanuel qui continue à l'intérieur. Et de l'autre côté, c'est l'affiche pour aller en librairie. Donc on a retrouvé un vieux lavabo, on a trouvé un vieux lavabo pourri dans les bâtiments de Vauban, là. Donc on en a pris la moitié pour dire voilà, tout ça est passé au caniveau. Et donc on s'est inspiré aussi d'un titre d'un livre publié en 91, qui sont en fait, merci de KGB, qui sont des lettres sorties du KGB. On sait que les archives du KGB ont été ouvertes au début des années 90. Et donc en 91, on a accès aux lettres de Mikhail Bulgakov, l'auteur russe, dramaturge, écrivain, qui va publier, je ne sais pas combien de bouquins, une trentaine, mais ils sont tous publiés après sa mort, qui va faire une trentaine de pièces de théâtre, dont une sera jouée, c'est Molière. Et donc il écrit, le titre de ce livre, c'est « Les manuscrits ne brûlent pas ». Donc on s'inspire un peu de cette énergie-là en disant on fait quelque chose avec ça. Et en parallèle, le texte montre que... Bonjour Martine. Je montrais un projet d'édition fait sur un centre provisoire qu'on a conçu et qu'on a démarré de réaliser à Maubeuge, et pour lequel, lors des élections de 2014, le projet s'est arrêté définitivement. Donc, alors qu'il était en chantier de 2 mois, oui, voilà. Donc, on a sorti ce livre, et comme le texte d'Emmanuel Caille, notamment, cite alors la puissance du privé, de Louis Vuitton, il y avait un ingénieur qui travaillait ici aux ateliers, qui a travaillé 5 ans, Paul, sur la structure du Louis Vuitton. On a mis ici, alors là je vous le passe, il y a un chiffre qui est publié au milieu de la zone grise. Non, sur la tranche, voilà, tu vas le trouver. 69. Voilà. Donc ce bâtiment, donc un bâtiment public, est 69 fois moins cher au mètre carré que Louis Vuitton. C'est-à-dire il fallait 5 millions pour que sans Pompidou aille dans cette zone ravagée avec des taux de chômage que le soin au Maubeuge, c'est catastrophique. Il fallait 69 fois moins au mètre carré pour publier ça, et les élections parviennent à bousculer une chose qui était en attente d'une communauté, quoi, réellement. Alors, et je pense que sur cette maison d'édition-ci, et puis j'aurai un tout petit encart et puis j'aurai terminé, on a l'idée de publier ça à la Biennale de Venise 2016. Pourquoi ? Parce que le thème de la Biennale, c'est un architecte chilien qui vient de gagner le Pritzker, qui est Alejandro Aravena, qui propose d'apporter des thématiques sur des formes un peu plus proches, un peu plus engagées sur le front politique. Ça s'appelle Nouvelle du front. Et nous, on se dit, tiens, mais on pourrait exposer peut-être ça. Alors, comme Aravena, moi j'ai été 2 fois au Chili, donc je le connais, je vais dire. Débattu assez bien avec lui pendant une semaine, on a voyagé ensemble aussi. Et il se fait au Pérou, mais il ne répond pas, enfin bon voilà, il ne répond pas à ma demande. Je dis tiens, il n'y a pas un endroit pour exposer ça. Et puis après, on cherche du off qu'on ne trouve pas, on cherche des salles qu'on ne trouve pas, c'est très compliqué de trouver un lieu à Venise. Finalement, on trouve une vitrine dans la Via Garibaldi, donc à Venise c'est une biennale d'architecture, donc tous les 2 ans, il y a une biennale d'art, et puis tous les 2 ans, depuis maintenant 96 je pense, tous les 2 ans il y a une biennale d'architecture.
dans les années impaires. Ou paires, je ne sais plus. Paires, dans les années paires. Et nous, on trouve, à 5 semaines de l'ouverture, on trouve une vitrine d'un solarium. Enfin, pas une, mais 2 vitrines. Et donc, on a 27 cm, mais c'est super bien situé dans l'artère qui relie les 2 entrées principales de l'événement de la Biennale. Donc, l'événement de la Biennale, c'est l'endroit, c'est la vitrine mondiale de l'architecture des 2 dernières années. Alors, on loue la vitrine. Pour la louer, on dessine les cadres de fenêtres, on paye le serrurier et la vitre, et on a une exposition permanente pendant 6 mois, très bien située dans la rue. Donc, ouvert 24 heures sur 24. Une fois qu'on a ça, on se dit, ah c'est bien, mais quand même, c'est 27 cm, c'est pas volumineux, et donc on veut exposer ça. Après, on se dit, ça c'est les heures qui suivent, on se dit, ah mais on pourrait faire ce qu'on a toujours rêvé, un débat autour d'architecture et politique, et sur le plan européen. Donc on imagine une cartographie de l'Europe, là voilà, dans laquelle on divise l'Europe en Europe du Nord, Europe du Sud, Europe centrale-orientale. 3 jours plus tard, les 2 tiers des personnes qui sont là, donc j'ai chauffé mon oreille droite, me disent oui. Donc en fait, j'essaie de travailler avec des amis que vous connaissez maintenant, André Tavares à Porto, qui rapatrie des gens du Sud, Igor Kovacevic à Prague, qui ramène des gens de la partie centrale et orientale de l'Europe, et les gens de Criticat, qui sont rapateurs pour l'Europe du Nord, plus mes propres réseaux. Et donc très vite, on a une possibilité de transformer. On téléphone au voisin de ce solarium qui loue un tiers de ses terrasses, un cafetier, Valentino Udang, un Vietnamien qui est né suite aux événements qu'on connaît de la dernière quart du XXe siècle, qui est né là à Venise, qui fait un spritz du tonnerre. Et Valentino nous loue un tiers de son. Alors on s'est basé sur le café littéraire du 19e, café littéraire français, parisien, en se disant lieu de débat. On est chez Madame de machin truc et on fait des débats. Une fois qu'on a loué ça, on a maintenant 3 jours d'ouverture officielle et on fait un débat tous les soirs à 18h. Et donc, selon les différentes régions d'Europe, il y a 10 personnes qui débattent et globalement entre 60 et 80 personnes qui viennent écouter. Donc le truc va vraiment fonctionner. Pourquoi ? Parce que les architectes disent mais nous, on a vraiment besoin de débattre de cette question politique en réalité. Il y a une vraie nécessité, quoi. Et alors, les heures avançant, on imagine un dernier format qui est, si ceci est tous les soirs à 18h, c'est-à-dire l'heure de fermeture de la Biennale, donc ils ferment les portes, les gens sortent, ils doivent boire un spritz, ils viennent là et on discute. L'autre idée, c'est qu'on ouvre à 17h, en réalité, à une revue engagée dans les rapports entre architecture et politique en Europe. Donc Criticat choisit ce lieu-là alors qu'il en cherchait un et qu'il n'en trouvait pas, parce que cette revue française voulait sortir son numéro traduit en anglais pour la première fois. Ils ont tout sorti en français jusqu'à présent. Et donc c'est un fascicule de 200 pages qui traduit les meilleurs articles, enfin les articles les plus signifiants de leur travail pendant 6 ans ou 7 ans en anglais. Et donc ils choisissent là, et ils font l'ouverture officielle dans le café littéraire, qui est un lieu totalement virtuel à l'échelle de la Biennale, là, c'est du off. BPM Barcelone travaille à la fois en Grèce et à la fois en Espagne, et viennent expliquer leur travail, qui travaillent autant sur le support papier que le support numérique, que sur la fiche, enfin sur des tas de supports, pour débattre de questions politiques. On voit les Espagnols aujourd'hui. Hein. Et Erie 21, ça c'est en état Brno, à l'est de la Tchéquie, oui. Voilà, qui débattent ça. Donc ça, on s'est inspiré du travail d'Éric Fotorino et de ses amis du 1, le 1, cette revue auquel on est abonné, enfin sur des thématiques. On parlait hier soir avec le président, il a bien sûr posé la question « Que pensez-vous de l'arrivée d'Emmanuel Macron ?» Bon, voilà. Et donc Fotorino, lui, il ne s'est pas privé, ça a duré un certain temps, on romance chaque semaine sur ça. Et donc là-dedans, vous avez les topics, les thématiques des 30 architectes invités, dont en France, Pérou, qui s'est occupé notamment de Calais, des gens qui s'occupent
aussi de tout ce qui est bidonville à Marne et compagnie. Enfin, donc globalement, il y a des gens vachement engagés là-dedans. Résultat de l'opération, quelles sont les tendances? Au sud de l'Europe, pas de travail, des architectes. Donc ce sont que des architectes praticiens qui étaient là. Hein. Donc pas de travail, donc 10 boulots, comme en Afrique, pour bouffer. Et conscience politique extrêmement élevée. Vraiment incroyable, vraiment on a appris beaucoup. Les Grecs nous ont franchement épatés. Après, Europe du Nord, Europe de l'Ouest comme on dit, hein, comme on a toujours appelé, Europe de l'Ouest, du boulot, conscience politique très faible. Dans la moyenne, il faut bien comparer, dans la moyenne, c'est pas le débat. Les architectes, Europe centrale, orientale, ça dépend, Pologne du boulot, Tchéquie du boulot, après Roumanie, disons pas grand-chose, Bulgarie, on tombe beaucoup plus bas. Mais ils font de l'entrisme. Donc les architectes disent, pour transformer la société, on devient adjoint au maire. Donc ils rentrent dans les cabinets politiques. Donc voilà un peu, c'est également pour vous ici, hein, vous observez. Et la dernière chose que ce dont je voulais parler, et j'aurais terminé, c'est, et on peut la parler 2 minutes, hein, c'est une autre maison d'édition. Hein, donc ça c'est Fourteau Édition, donc ça c'est la maison d'édition au sein de l'atelier, tandis que ça c'est une maison d'édition qui a été créée en 2008 autour d'un projet qui est la maison qu'on occupe, Chantal et moi, à Liège, qui a été construite en 2002. J'avais décidé de ne pas faire de photographie de la maison, et finalement j'ai trouvé un appareil jetable noir et blanc dans une poche de veste de chantier. Donc toi tu dois imaginer ce que ça veut dire. Donc un appareil jetable dans une poche de chantier pendant 6 années, donc qui a vécu toutes les températures, tu vois, les plus hivernales, j'y mettais mes craies, enfin l'appareil ressemblait. Bon, je l'ai quand même porté chez un photographe, et il a sauvé 11 photos de la maison. Donc on a 11 photos de la construction. C'est tout ce qu'il y a, avec mon pouce pour la plupart, enfin, une photographie superbement, ça c'est sûr. Je peux créer une école, l'école du pouce. Alors, avec un jetable, je ne sais jamais où mettre ton doigt. Et donc on sauve 11 photos, et l'idée est d'inviter 11 fois, par paire d'années, un artiste, un plasticien, enfin on va voir, ça évolue, et à étudier les rapports entre la discipline de création et l'architecture, de faire un laboratoire d'études de ça. Par exemple, le deuxième, c'est un poète, Pascal Leclerc, et voilà, je l'ai cité tout à l'heure, Pascal Leclerc, donc lui il apporte des mots dans la maison. Mais le problème des mots, c'est que si on affiche, par exemple, nous avons rêvé de pays inconnu, voilà, si c'est la phrase qu'on adore, si on la met au-dessus de son lit, et que c'est la phrase qu'on préfère de tout, un jour on va prendre le pot de peinture blanche et on va la peindre, elle va nous énerver, on ne peut pas lui faire ça, on ne peut pas la mettre dans notre quotidien à ce point. Et donc l'idée ici, c'est d'une part d'étudier les rapports entre l'architecture et le positionnement de l'écriture dans l'histoire de l'architecture. Donc comment les Égyptiens faisaient, hein, comment les Sumériens faisaient, on avance. Et dans l'histoire récente, comment James Kossuth par exemple travaille dans des bâtiments en faisant des phrases qu'il écrase avec des bandes noires. Enfin, il y a énormément de travaux d'architecture contemporaine où la question de l'écriture est mêlée à l'architecture. Et donc, ça c'est une recherche d'un côté, et de l'autre, comment on va positionner son travail dans l'espace de la maison. Et là, on va imaginer 29 positionnements, dont certains, vous allez les voir. D'abord, la collection, ce qui est bien dans ce livre, c'est que c'est un collector. La couverture est dans un sens, mais l'intérieur est dans l'autre. Voilà, je me suis rendu compte de ça. Donc, voilà mon pouce, hein, j'ai pas menti. Donc, l'artiste choisit une des 11 photos. Donc, le principe, c'est que on s'occupe de la tendance, du pinard, on discute beaucoup. Il y a un budget pour l'œuvre et un budget pour l'artiste. Le budget pour l'œuvre, il augmente selon les sponsoring, parce que on n'a pas les moyens de s'offrir des œuvres que certains artistes veulent faire. Donc, il choisit cette photo, et puis après, il écrit un texte, il y a un petit sommaire, il écrit un texte qui explique ses protocoles, enfin, comment il a conçu dans la maison,
pourquoi il a fait ça. Et puis après, en bout, il y a une pièce, donc c'est tiré à 120 exemplaires. Il y a une chose qu'ils apportent et qui glisse. Lui, par exemple, il a une imprimerie. Ce poète a une imprimerie, et non des moindres. C'est un poète imprimeur, quoi, comme Mayakovsky. Et il a un texte qu'il publie, et ça, c'est ses casses, c'est ses plombs. C'est-à-dire, c'est d'ailleurs, donc ils sont tous inversés. Si je prends cette fenêtre et que je la pousse sur le texte, c'est exactement la fenêtre de ce qui est là, oui, dans le rapport. Donc il amène ça, et là, ils sont numérotés, et on explique ici, et un petit texte de ma part, pour expliquer cette forme d'invitation. Et puis à l'intérieur, on trouve alors tout son travail. Par exemple, je lui ai passé un des blancos, le 7, qui est devenu 7 bis, et là, il écrit, mais il écrit de telle manière à ce que ça spatialise. Le village dans lequel on habite, c'est le village de Odé. Donc c'est Odé, H-E, E. Et donc, ces poésies deviennent des jambages. Donc il y a un rythme qui apparaît. Il est traducteur pour des auteurs italiens chez Gallimard, donc ça c'est le rapport de Charleroi, vue d'Avignon. Voilà. Et puis alors, il va travailler son texte. Enfin, c'est un poète inimaginable, hein, c'est un très, très grand bonhomme. Et donc, et il explique tous ces protocoles dans cet ouvrage. Une fois qu'il a fait ses poèmes, après on rentre dans les espaces, notamment, je cherche, voilà par exemple, ce texte-ci est à l'endroit et à l'envers, parce qu'il est dans la bibliothèque, et dans la bibliothèque, le texte est collé à une case au plafond, il y a un miroir en bas, et le texte est à l'endroit dans le miroir, à l'envers dans le plafond de la case. Oui. Sur le même thème, on est dans le hall d'entrée, il a une petite phrase qui retient mon attention, là on fait des textes, elle est écrite à l'envers, et elle est collée au mur de telle manière à ce qu'elle soit à l'endroit dans le miroir qui sert de porte pour aller vers la grange, où on met nos fruits. Ou alors, les textes apparaissent, ils sont collés à une verrière, et certains jours d'été, à certaines heures, le texte va apparaître, le voilà, il apparaît sur le mur. Il peut faire 4,50 m de haut, c'est-à-dire toute la hauteur du mur. Il est en italique tôt au matin, il est en bâton droit à midi, il est en italique inversé l'après-midi. Ou alors, on fait un abri de bûche, donc on a un poêle à bois, on dessine avec un ami un abri pour sauver les bûches de l'eau. Donc le poète appelle ça abri de bûche. Alors, ces poèmes servent à ventiler le bois, et là on voit que dans les images d'en bas, le bois était d'abord posé, et on a amené avec une grue l'abri-bûche par-dessus. Voilà. Donc voilà une recherche sur la forme de bâtons sculptés. Ce sont des quatrains. Et donc mon fils qui est menuisier nous fait des pièces de la taille que lui a, donc 1,93 m. Et sur ces pièces de bois, on grave les poèmes. Et donc, vous tournez la pièce de bois et vous lisez le poème. Oui, vous lisez le quatrain. Et les pièces de bois sont sur les murs extérieurs. Et vous allez le voir, notamment dans la chambre, où, si vous observez bien ceci, c'est un voile de béton, dont le coffrage est là. C'est exactement le même endroit que le coffrage, en fait. Voilà. Donc ça c'est un bouquin avec une photographe, Marie-Françoise Plissard, donc les rapports entre non pas le fait de photographier, mais le positionnement d'une œuvre photographique ou d'une photographie dans l'espace architectural. Où mettons, sachant qu'ici, le moteur n'est pas d'acheter des œuvres d'art, mais d'inventer des protocoles de création. C'est pas du tout la même chose, donc on n'achète pas d'œuvres d'art, c'est un protocole. Et donc ici, elle va, puisque je lui demande de photographier la maison, elle va photographier les arbres du jardin, ça c'est souvent le cas. Le premier, je voulais des œuvres en blanc, c'est un peintre monochrome, et elles sont toutes en couleur, donc on n'arrive de toute façon jamais. Alors là-dedans, ça c'est par exemple une photo du jardin, ce sont des arbres du verger, qui sont peints en blanc. Et donc ici, cette photographe va dire « Ah, mais je ne vais pas en rester là, je vais rassembler une série de photographies que j'ai faites de par le monde, à travers le monde, en 25 ans, d'arbres. Notamment l'arbre le plus grand du monde, un diamètre de 1,5 km, je crois, 1,2 km en Chine,
l'arbre le plus vieux du monde, toujours chinois, 2000 ans. Enfin voilà, donc, et ce qu'on fait, c'est qu'on fait une cartographie du monde où elle a photographié. On met ici les appareils photographiques qu'elle utilise, ça c'est ses supports, toi tu vas être curieux de ça, et les lieux, et ici, la description de toutes les photos qui sont dans l'ouvrage, où on connaît donc l'appareil, le lieu, et un petit texte qui raconte. Après, on trouve une autre carte, très importante aussi, c'est celle du verger. C'est celle de la maison. Donc là, tous les arbres sont numérotés dans le verger. Et là, vous avez l'explication de tous les arbres du verger. Donc on relie, on fait un rhizome avec ça. Et là, c'est un cas à part, et je termine avec celui-là. Donc ça, c'est un ami qui a un certain âge, hein, 3 ans, hein, c'est un Edgar Morin. C'est le 4e livre que je publie avec Christian de Beust. Donc Christian de Beust est un criminologue, psychologue et juriste belge qui a défrayé la chronique du Monde, les premières pages dans les années 90, notamment parce qu'il a décortiqué, comme une mobilette, le droit pénal français. Ça ne passait pas. Ça passait mal la barre. Et donc, c'est-à-dire que... En quelle année? Dans les années 90, je pense. Alors, il a été marié toute sa vie durant avec une artiste exceptionnelle avec qui j'ai eu un rare plaisir à travailler, qui est Marthe Méry, qui est une artiste du monochrome en Belgique, qui était une des grandes artistes de la deuxième moitié du XXe siècle. Et quand Marthe est disparue, alors qu'elle faisait un travail sur un théâtre pour nous, on a décidé, j'ai proposé à Christian de faire un livre sur les rapports entre architecture et l'œuvre de Marthe Méry. C'est le premier qu'on a fait. Et celui-ci, c'est le dernier qu'on a fait. Alors, il n'a pas voulu publier dans Fourre-Tout. Donc, il a demandé de s'abriter dans un tirage à 100 exemplaires. Donc, dans la maison d'édition de la maison. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il va y avoir une exposition de Marcel Duchamp, un artiste première moitié du XXe siècle, qui a influencé toute l'histoire de l'art du XXe, clairement. Et quand il rentre à son hôtel, il a une aphasie. Il perd la parole. Donc il ne sait pas venir à l'anniversaire, on n'a pas de nouvelles, on insiste. Il écrit un petit mot d'excuse 1 mois et demi plus tard. Bon, il est un peu bref le mot. Après, il réécrit un mot un peu plus long, 3 mois plus tard, en disant « Voilà, j'ai eu un petit ennui de santé. » Voilà. Mais il n'explique pas vraiment ce qu'il a. Ah si, il dit quand même qu'il a une aphasie dans le deuxième mail. Et il dit « J'ai écrit une petite note. » Donc je vais en pied de page, il y a un truc en Word attaché. J'ouvre le truc en Word et il y a une page de texte. Donc je lis la page de texte. Je vois qu'elle n'est pas achevée, donc je passe à la page 2, je commence à me méfier. Je vois 2/38. Donc il a écrit 38 pages sur son aphasie. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il est docteur honoris causa en Amérique latine, à Porto, enfin, il a 14 cerveaux, ce garçon. Et il envoie, ce qui est magnifique ouvrage, je trouve, il décortique son aphasie avec ses amis médecins, avec des chercheurs, après tout ce qui est sémantique, toute l'étymologie du mot aphasie. Et après, il essaie de rentrer dans son histoire personnelle, et il fait à cet âge canonique, hein, 93 ans, 93 ans, c'est pas mal, il fait une espèce de remarquable dissertation sur un état de fragilité lié à cette maladie, et c'est un moteur d'espoir, de transformation de vie, transformateur de vie absolument exceptionnel. Voilà. Et donc, amicalement, je vois ce texte, je l'imprime, et comme d'hab, j'annote comme si il m'a rien demandé. Hein. Je dis c'est transmissible, ça, on pourrait éditer. Et pour la première fois, il m'envoie une lettre, pas content du tout, en disant écoute, j'ai envoyé ça à toi, ça va à personne d'autre, je ne vais pas publier ce truc. Donc il faudra 1 an et demi pour qu'on trouve à où loger ce texte et à le retransformer pour retirer certains accents personnels. Et donc, voilà, c'est le livre qu'on a sorti ici au printemps, dans lequel il y a une série d'illustrations, dont cette illustration-ci, qu'on retrouve à l'intérieur du livre, vous allez la voir. Donc ce sont que des facsimilés dans le livre, notamment le livre est traité comme un volume, en fait, comme de l'architecture, c'est-à-dire on prend sa tranche, on voit ici on voit pas ses plis, mais par exemple sur l'œuvre de sa femme, il y a le livre qui
était le catalogue de la Biennale de Venise quand elle est exposée dans le pavillon belge. Mais alors on voit à quel point il l'a utilisé. Donc on a toutes les coutures qui sont blanchies. Voilà, donc il y a un matériau qui se met en place. Hein. Ça c'est l'œuvre dans l'atelier de Marc Lévy. Hein. Voilà des œuvres monochromes sur papier. Voilà des extraits du livre que je viens de vous montrer. Hein. Voilà, donc l'édition atelier, l'édition maison, enfin c'est aussi des mises en perspective, puisque ça va prendre 22 années, hein, soit 2 ans. Voilà un peu ce que je voulais vous montrer. C'est colossal. Comment? C'est colossal. Ben, ça prend oui, de l'épaisseur à force, je ne vais pas tout amener non plus. Hein. Et la motivation au départ? La motivation de départ, ben, je pense qu'il y a une composante qui est très grande, dont je n'ai pas parlé, qui est le plaisir. Il y a une deuxième composante qui est la nécessité, c'est-à-dire il y a peu de positionnement au moment où je démarre en 2004, peu de valorisation de l'architecture au sud pays qui est mis en œuvre, et donc les architectes sont toujours à la recherche de voir comment expliquer les démarches qu'ils font de manière vraiment profonde, hein, pas vulgarisée dans des presses quotidiennes dans lesquelles d'ailleurs ils apparaissent quasi pas. Donc c'est le deuxième moteur. Troisième moteur, pour moi, c'est toujours de fédérer, c'est de trouver quelque chose pour rassembler du propos. De là l'idée, avec la maison d'édition, de faire un réseau de la micro-édition d'architecture en Europe. Donc c'est vraiment rassembler, fédérer. Et après, c'est d'aborder de manière plus libre que l'architecture toute une série de thématiques qui traitent l'architecture. Dans des recoins qu'ils soient, enfin dans des axes qu'ils soient culturels, politiques, de recherche, historiques, etc. Ce gros ouvrage-là est le premier d'une collection sur l'histoire, par exemple. Voilà. Donc voilà trois mobilisations. Et dans les thématiques, qu'est-ce qui est le plus prégnant en ce moment? Est-ce que c'est la thème politique ou finalement il est toujours sous-jacent dans l'histoire? Oui. Disons que la vie de la maison d'édition, c'est un accordéon qui parfois prend l'air, parfois ne le prend pas. Enfin, c'est très difficile de sortir le son parfois, hein. C'est assez complexe parce qu'il faut trouver des financements, trouver du temps, trouver des partenaires, trouver le bon imprimeur. Enfin, c'est très compliqué de mettre ça dans un agenda, vraiment très compliqué. Et donc là-dedans, les thématiques, elles se développent grâce au fait qu'on ait défini des axes de politique éditoriale d'un côté, et de l'autre, des opportunités de rencontres. Par exemple, on va en Roumanie avec Chantal l'an dernier, on se rend compte qu'il y a un architecte roumain qui s'appelle Cantac Zino. Je m'intéresse assez bien à l'entre-deux-guerres, par exemple, à ce qui se produit dans l'entre-deux-guerres, et là, il y a travaillé. On achète un livre, je ne comprends pas bien son architecture. Par contre, très rapidement, on découvre qu'il aurait écrit des lettres, qu'il aurait été emprisonné pendant 5 années, et qu'ensuite il aurait écrit des lettres. On cherche après ces lettres, les réseaux commencent, voilà, on envoie des petits mails, alors qu'on est là-bas, on trouve rien, on revient avec ça, mais les correspondants là-bas, les gens avec qui on est en contact, finalement, retrouve la petite fille de Campacuzino, qui habite Londres. On trouve qu'il y a eu une publication en anglais qui s'est faite de ces lettres, Letter to Simon, 14 lettres, plutôt dans un espace philosophique. Et donc, des architectes qui vont en prison et qui écrivent, c'est rare. Hein, des artistes, des écrivains, ils vont vite, mais les architectes très rarement. Pouillon en France, c'est très connu, hein, le bouquin de Pouillon. Et donc, la qualité, après je veux vérifier la qualité des lettres. Donc aujourd'hui, on a les lettres, on a l'accord, donc on pourrait le faire. Et l'idée c'est de faire une collection qui s'appelle Paroles traduites, mais déjà il y a 3 ans, je voulais déjà en publier un, enfin tout ça tarde, prend trop de temps. Et donc c'est de l'emmener vers la langue française des textes d'architectes qui ne sont pas des thèses, qui sont des trucs qu'ils mettent dans le tiroir, des écrits personnels. Voilà. On était allé avec Chantal à Shanghai, donc on avait eu pas mal de contacts avec Guangzhou. On sait que Guangzhou est
architecte qui est devenu Christophe Price, mais c'est un écrivain à la base, qui est devenu architecte. Et donc, c'était de publier des textes de Wanty. La première idée, c'était de publier en français, par exemple. Voilà, de ramener vers la langue française, ça correspond un peu à votre question, c'est-à-dire il y a quelque chose qui fait que la maison d'édition, elle est opportuniste, si je peux dire. Elle fait les choses là où des liens se créent. Oui, c'est ça. On sent que c'est poussé par le... C'est du coton pareil, c'est poussé par le personnage, par la situation. Je m'intéresse au travail d'un architecte de Grenade, avec Torrecidas, on y va une première fois, un ou deux, et puis je dois y retourner parce qu'on est sélectionné pour un prix européen d'architecture, qui est le Bigmont Award, qui a une renommée de plus en plus large. Donc on est sélectionné pour ça, avec un théâtre qu'on a fait en Belgique. Et donc Bigmont Award invite les auteurs qui sont présélectionnés. Et donc me voilà à Grenade. Okay, donc j'essaye de voir Torrecidas. Il est gravement malade, il a un cancer. Par contre, j'ai découvert qu'il faisait des haïkus. Très très beau texte. Il a publié 12 phrases sublimes. Je vais faire un livre sur les 12 phrases sublimes. Hein, et l'idée, c'est de faire alors cette collection, paroles traduites, de ramener... donc il a à la fois ces 12 phrases qui sont très très belles. Il a été exposé à la galerie de Nancy, de Briey, de la première rue. Et il est accompagné par des écrivains très intéressants, historiens, etc., qui écrivent sur son travail. Donc l'idée, c'est de faire un petit ouvrage traduit publié en espagnol et en français, et qui va dans la substance de l'écriture. Voilà. Donc des lettres de ce type sorties de prison en Roumanie. Donc l'idée européenne, elle est permanente aussi. Hein. C'est d'essayer de tisser à travers l'Europe des liens intellectuels, des liens de réflexion. Il y a des éléments en termes d'engagement, en termes aussi d'oppression qui ressortent. Il y a des éléments en termes manifestes en fait. Oui. On a un peu l'impression que vous avez envie de faire passer un message anticonformiste. Réflexif. Ouais. En fait, anticonformiste, on est très vite anticonformiste dès qu'on se met à cohabiter en fait. Dès qu'on se met à réfléchir, qu'on se met à échanger, l'espace de réflexion fait qu'on éclaire d'une certaine manière toute une série d'habitudes, de comportements, etc. Donc, il n'y a aucune volonté d'anticonformisme. Il y a le fait que développer des espaces de réflexion permet tout d'un coup d'éclairer certains mécanismes. Et ça ne fait pas peur aux financeurs, ça? Financeurs des ouvrages? Ce que vous avez réussi à convaincre, bien, mais j'imagine que... Non, je pense qu'il y a les deux tendances. Il y en a qui ne pensent pas, qui pensent sans doute que ça pourrait être un frein dans le rapport, je pense, oui. Hein. C'est pas sans risque, c'est pas tout à fait sans risque, je dirais. Oui. C'est comme l'architecture, hein? Oui. Oui, mais l'architecture, voilà, il y a celle qui est docile et celle Qui est parfois moins, oui. Mais si on creuse, je vois les deux bâtiments qu'on fait en France pour l'instant en construction, l'espace de réflexion avec la maîtrise d'ouvrage qui questionne l'AMO, qui questionne la BF, qui questionne les bureaux de contrôle. Donc la manière dont on travaille, nous Belges, en France aujourd'hui, c'est la même chose que la maison d'édition, ce sont des espaces de questionnement. Et on regarde où on peut aller. On sait que l'architecture demande une chaîne humaine, une chaîne décisionnelle, et elle peut monter dans le domaine du sens jusqu'à la hauteur du maillon le plus fragile. Voilà. C'est le plus fragile. Là, ça dépend du projet. C'est parfois la maîtrise d'ouvrage, parfois c'est un organisme de contrôle, parfois ça peut être plein de choses. Voilà. Mais globalement, on ne sait pas faire. L'architecture se fait de manière collective. Et on peut, donc on essaye nous de fédérer les équipes de travail au niveau des projets, de telle manière à ce qu'à un moment donné, on passe ces caps de fragilité potentielle. La fragilité vient de celui qui a peur et qui réclame ses prérogatives. Voilà. Par exemple, sur les universités d'été, comment vous l'analyseriez, ça? Je pense que c'est un endroit fédérateur. Oui, l'échange hier soir au dîner, clairement entre la position du président Bourbon, à la fois du sous-préfet de Chantal
du GAV, la position de Franck également, etc. Tout ça, c'est le niveau de conscience qu'il y a un travail de nature architecturale et politique et rassembleur dans un tissu économique donné, avec une orientation économique également. C'est un travail de chaîne de réflexion à entretenir, dans lequel d'ailleurs chacun des opérateurs peut le faire. C'est une des caractéristiques de Chalon. C'est-à-dire, contrairement aux autres universités d'été, c'est pas seulement d'avoir fabriqué des objets, c'est d'avoir des clients, qui sont les étudiants. Ça change complètement le rapport au... enfin, tout le monde devient ambassadeur, pas seulement les intellectuels universitaires, les étudiants venant... Enfin, un levier générationnel. Pas seulement la question de la dimension politicienne portée par la politique, ou les administrations, mais également des gens de la société civile de manière plus large. Et à peine, les débats, quand on est dans un tout petit village de 2500 habitants et qu'il y en a plus de 50 qui viennent écouter comment les étudiants ont réfléchi à leur bâti, au futur de leur ville, c'est remarquable comme système de reliance. Voilà. Je pense que l'architecture n'est pas seulement politique parce qu'elle s'expose à la vue de tous et aux usages de tous, mais parce qu'elle demande un espace de réflexion et de décision collectif.